Ben, tu sais, le vendredi à 5 heures, je cherchais pas les lesbiennes, là. Ils étaient au site. C'était plein, plein. Suzy Bordelot est intervenante au Centre de solidarité lesbienne. Dans les années 80 et 90, elle fréquentait les bars lesbiens montréalais, comme le Outside, le Babyface, l'Exit et le Drugstore. Puis quand il y a eu, c'était le drugstore, parce que maintenant on n'avait plus de bars lesbiens, ben l'étage des lesbiennes était pleine. Le vendredi, c'était la place. Contrairement à aujourd'hui, Montréal regorgeait de lieux réservés à la communauté lesbienne, se souvient Danielle Chagnon, militante aux Archives lesbiennes du Québec. Il y a eu plusieurs librairies qui n'étaient pas essentiellement pour lesbiennes seulement. Il y avait beaucoup de choses pour d'autres communautés, par exemple, mais il y avait beaucoup de lesbiennes qui fréquentaient ces librairies et ces lieux-là. Il y avait aussi des groupes qui faisaient des activités, comme le théâtre, par exemple. Je pense à l'Énergine, entre autres, qui faisait des pièces de théâtre avec des auteurs lesbiennes. En 1984, des groupes de lesbiennes ont loué une école désaffectée sur la rue Guilford, à l'angle de la rue de Lorimier. Pendant 10 ans, l'école Guilford a été un lieu central et incontournable pour la communauté lesbienne montréalaise. L'école Guilford, qui était un lieu où on retrouvait beaucoup de groupes, dont les Archives lesbiennes, il y avait un atelier d'ébénisterie, il y avait une imprimerie, il y avait des cours de karaté, il y avait la chorale lesbienne qui était là, et il y avait toutes sortes d'événements ponctuels comme des danses. Jean Bergeron est cofondatrice de la revue Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui, publiée de 1982 à 2014. Pour elle aussi, l'école Guilford a été un lieu important, tout comme la Coop Femmes. Ça s'appelait Coop Femmes, on était toutes lesbiennes, sur boulevard Saint-Laurent, près de Prince-Arthur, où est-ce qu'on avait loué un local qui était comme un immense loft. Et là, on faisait des rencontres, des soirées, des danses. Et comme je racontais, s'il y avait des manifs, on allait faire nos pancartes là. Si on voulait présenter une petite performance, faire de la musique, chanter, il y avait des réunions. C'est un endroit, ça c'était un autre endroit qui était si précieux. Dans les années 80, les loyers abordables abondaient sur le plateau Mont-Royal. La communauté lesbienne s'y est naturellement rassemblée, raconte Danielle Chagnon. Moi, je payais mon petit appartement à 200 $ par mois. Pas de chauffage, mais quand même. C'était pas cher. Et beaucoup de lesbiennes se sont retrouvées au plateau Mont-Royal. Donc, il y avait comme beaucoup de lesbiennes qui habitaient là, qui n'étaient pas très riches à l'époque, là, mais ça faisait une vie ça faisait qu'on pouvait rencontrer plein de monde qu'on connaissait sur la rue, dans les cafés, un peu partout. À la fin des années 90 et au début des années 2000, beaucoup d'espaces lesbiens montréalais ont disparu de la carte. Pour Louise Turcotte, cofondatrice d'Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui et militante aux Archives lesbiennes du Québec, avoir pignon sur rue est aujourd'hui plus difficile qu'à l'époque. C'est impossible. Impossible maintenant de vraiment dire est-ce qu'on peut compter juste sur la communauté lesbienne pour faire vivre un bar ou pour faire vivre un lieu. Je pense que vous vivez aussi dans une autre époque économique aussi. Refaire du Guilford maintenant, c'est assez difficile. Aujourd'hui, le visage de la communauté lesbienne montréalaise est différent. Les événements pour lesbiennes seulement ont fait place à des rassemblements lesbo-queer, un terme plus inclusif. Selon Danielle Chagnon, cette notion d'inclusivité explique peut-être pourquoi il existe moins d'espaces réservés à la communauté de nos jours. Mais moi, je pense qu'il y en a des lieux aujourd'hui, mais ils ne sont pas exclusivement lesbiens comme à l'époque. C'est ça, je pense, la grande différence. C'est qu'avant, il y avait des bars, c'était des bars que pour les lesbiennes. Et moi, je me dis, si ça se fait pas, ben c'est peut-être parce que les personnes qui sont là aujourd'hui, les lesbiennes d'aujourd'hui, ou celles qui se définissent comme lesbiennes aujourd'hui, n'ont pas envie de ça. Je sais pas, je me dis, c'est différent, l'atmosphère est différente aujourd'hui, tu sais, les préoccupations sont différentes, je pense, aujourd'hui aussi. Elle reconnaît qu'il y a parfois des clivages intergénérationnels sur cette notion d'inclusivité. Elle invite toutefois à se rappeler de l'importance du contexte historique lorsqu'on regarde en arrière. Quand on passe aux années 80, il faut penser au contexte de l'époque et on a une tendance à voir souvent le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Et oui, il faut le regarder avec les yeux d'aujourd'hui parce qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas à l'époque et il faut découvrir ces choses-là, il faut questionner beaucoup ces choses-là. Mais il reste qu'il faut aussi penser que le contexte était très différent d'aujourd'hui et il faut comprendre qu'aujourd'hui, ben, c'est autre chose. Aujourd'hui,
La communauté lesbo-queer se rassemble dans quelques bars, qui ne lui sont toutefois pas exclusivement dédiés. C'est qu'il n'y a pas d'endroit identifié. Il y a par exemple le Chems, le Notre-Dame-des-Quilles ou encore l'Idéal, que fréquente Ariane Bugeaud, une femme pansexuelle de 27 ans et chargée de projet au Centre de solidarité lesbienne, le CSL. Elle se désole du peu d'espace festif dédié à la communauté lesbo-queer à Montréal. Si on veut un bar avec toute la communauté, on va aller dans le village. Tu sais, il va y avoir beaucoup d'hommes gays, cis, là, on le sait, là, le village, ça ressemble à ça, puis c'est correct, mais nous aussi, on voudrait avoir des espaces. À défaut de trouver de tels espaces, elle se les crée avec son cercle d'amis. Je pense que les événements dans lesquels je me sens encore mieux, là, tu sais, où ce que je sens qu'il y a vraiment comme je me reconnais, puis que je sens pas de pression ou quoi que ce soit, c'est des événements qui vont être créés par mes amis. Fait que, tu sais, il y a beaucoup... j'ai pas encore retrouvé dans l'espace public le même esprit de queerness puis de douceur, tu sais, comme que ce que j'ai avec mes amis. Mais en même temps, je pense pas que c'est accessible à tout le monde aussi de déjà avoir un réseau. Ariane Bugeaud rappelle par ailleurs l'importance de lieux n'impliquant pas de consommation d'alcool ou d'autres drogues. Au CSL, on fait jamais des événements... en tout cas, la majorité de nos événements sont sobres parce que tout le reste des événements lesbo-queer, c'est avec alcool, tu sais. Elle reconnaît le travail d'organismes communautaires comme le Réseau des lesbiennes du Québec et le CSL qui organisent des événements du genre. C'est d'ailleurs à travers les Archives lesbiennes du Québec que Daniel Chagnon, Jean Bergeron et Louise Turcotte se sentent aujourd'hui connectés à leur communauté. Quand tu regardes en arrière, là, à l'époque de l'école Guilford, puis des librairies, puis tout ça, c'est quoi le sentiment qui te vient? Moi, je pense qu'il y avait une énergie, ce dont je me rappelle, là, ce sentiment d'énergie qu'on pouvait tout faire. Comme lesbienne, entre autres, là, moi, je trouve moi, je me sentais comme une guerrière. Et moi, je me disais, il n'y a rien qui va nous arrêter. Il n'y a rien à notre épreuve. Et ça, c'est un sentiment qui est quand même assez puissant de penser que tu peux vraiment faire une différence, que tu vas faire une différence et que tu fais des actions pour que ça se fasse, même si ça dérange. Mon sentiment est que j'ai été extrêmement privilégiée de vivre ces années-là. Ça m'a nourri, ça m'a grandi. Je suis comme contente d'avoir... Écoute, je me sens tellement privilégiée d'avoir vécu ça, là. Un reportage de Salomé Mahari pour tous à Montréal.